Bonjour chers participants, bonjour chers participants. Je suis Dr Ndiao Serge, gynécologue obstétricien, et nous allons vous présenter la 6e séance qui parle des complications liées à la grossesse et au postpartum. Les objectifs que nous visons dans cette séance, en général, c'est d'amener le participant ou la participante à connaître les principales complications obstétricales. Et pour pouvoir atteindre cet objectif général, nous avons des objectifs spécifiques qui sont en un, d'amener le participant à définir l'hypertension artérielle sur la grossesse et ses complications, définir l'hémorragie sur la grossesse et citer les causes, maîtriser la prise en charge de l'hémorragie du postpartum, citer les infections de la grossesse et du postpartum, et enfin de connaître les causes d'un accouchement dystocique. En introduction, nous dirons que la lutte contre les décès maternels constitue une priorité pour nos gouvernements et nos soignants. En effet, les décès maternels sont la cause de complications obstétricales qui, en général, sont méconnues, soit méconnues, non ou maltraitées. D'où l'intérêt d'une surveillance active et régulière tout au long de la grossesse, pendant et après l'accouchement. En un, nous allons parler des premières complications. La première complication, c'est l'hypertension artérielle et ses complications pendant la grossesse et l'accouchement. L'hypertension artérielle au cours de la grossesse va se définir comme une tension artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure et ou une tension artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure. Au cours de la grossesse, nous avons différents types d'hypertension artérielle, à savoir l'hypertension artérielle induite par la grossesse, l'hypertension artérielle qui préexiste à la grossesse et l'hypertension artérielle gravidique. En ce qui concerne l'hypertension artérielle induite par la grossesse, nous en avons 3 types, à savoir que cette hypertension se caractérise par sa survenue au-delà de la 20e semaine d'aménorrhée. Elle peut survenir aussi pendant le travail et ou dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Elle va comprendre l'hypertension artérielle gestationnelle, la prééclampsie et l'éclampsie. En ce qui concerne l'hypertension artérielle gestationnelle, c'est une hypertension qui va survenir au-delà de la 20e semaine, mais qui n'est pas accompagnée de protéinurie et qui n'est pas associée aussi à des œdèmes. Pour la prééclampsie, c'est une hypertension artérielle qui survient après la 20e semaine d'aménorrhée. Là, nous allons avoir une protéinurie et ou des œdèmes. En ce qui, on peut dire, la prééclampsie se divise en deux. Nous avons la prééclampsie modérée, d'accord? Et elle sera dite modérée lorsque la tension artérielle est comprise entre 140 sur 90 et 160 sur 100 mm de mercure. Et la prééclampsie sera dite sévère si la tension artérielle est supérieure à 160 sur 100 mm de mercure. Puis, enfin, nous avons l'éclampsie qui se caractérise par des crises convulsives tonico-cloniques qui surviennent dans un contexte préexistant de prééclampsie, qui sera suivi donc d'un coma post-critique. Pour l'hypertension artérielle chronique ou préexistante, nous avons une tension artérielle qui est supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure, qui sera découverte avant la 20e semaine d'aménorrhée. Et elle peut se compliquer d'une protéinurie avec ou sans œdème. Alors, nous allons parler de prééclampsie surajoutée. Et enfin, nous avons l'hypertension artérielle gravidique qui, elle, va apparaître après la 20e semaine d'aménorrhée, et ce, à chaque grossesse. Elle n'est pas accompagnée de protéinurie et elle va disparaître carrément entre les grossesses. Et il faut dire que le diagnostic d'hypertension artérielle gravidique est rétrospectif. Quelles sont les conditions de mesure de la tension artérielle? Pour cela, nous avons une gestante qui est au repos depuis 10 minutes en position
position assise, légèrement penchée en avant. Le bras gauche doit être entièrement dénudé, sans contention vestimentaire en amont, et le cou doit être à la hauteur du cœur et le bras doit reposer sur un support. Alors, nous allons choisir un tensiomètre à mercure ou électronique qui sera correctement étalonné et adapté à la taille du bras de la patiente. Au cas où la tension artérielle est élevée, c'est-à-dire lorsque la tension artérielle diastolique dépasse les 90 mm de mercure, nous allons reprendre à 2 reprises la même tension à 4 heures d'intervalle. En ce qui concerne les complications de l'hypertension artérielle pendant la grossesse, il faut dire d'emblée que ces complications obstétricales-là, au niveau de la mère, sont des urgences. La première des urgences est l'éclampsie. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'éclampsie va se caractériser par des convulsions généralisées sans perte d'urine, avec une cyanose et même parfois des morsures de langue. Et ces convulsions-là seront précédées en général de céphalées et seront suivies d'un coma dit post-critique. Deuxième complication, et non des moindres, c'est l'hématome rectoplacentaire, où nous allons avoir un utérus qui devient dur, avec des saignements vulvaires qui seront faits d'un sang qui est noir, qui est minime et associé à un état de choc. Il faut dire que c'est une situation d'extrême urgence. Aussi, une autre complication, c'est l'œdème aigu des poumons, l'œdème qui va se caractériser par l'apparition brutale d'une dyspnée qui se veut d'emblée sévère, pouvant entraîner en 5 minutes la mort de la femme, de la gestante. Autre complication maternelle, nous avons ce que nous avons appelé ici le HELP syndrome, qui se caractérise par une hémolyse. Et cliniquement, c'est une personne qui sera très anémiée, qui se caractérise aussi par une dégradation des cellules du foie. On parle alors de cytolyse hépatique, avec des transaminases qui seront très élevées au niveau des signes biologiques. Et cliniquement, nous allons avoir un ictère avec une hémoglobinurie qui est caractérisée par des urines foncées, dites Porto pour certains et dites Coca-Cola pour d'autres. Et nous aurons aussi une thrombopénie sévère avec des plaquettes qui seront baissées, responsable du trouble de la coagulation. Et enfin, la complication des complications, c'est le décès de la mère. En ce qui concerne le fœtus, les principales complications sont dues en général à une mauvaise perfusion utéro-placentaire. En tête de ces complications, nous avons la souffrance fœtale, le retard de croissance in utero, la menace d'accouchement prématuré même, et la mort in utero. Après avoir parlé de l'hypertension artérielle pendant la grossesse, nous allons maintenant parler des hémorragies de la grossesse et du postpartum. En définition, nous avons dit que l'hémorragie est toute perte de sang. Et selon l'OMS, on définit comme étant une hémorragie les pertes de sanguine qui sont supérieures ou égales à 500 ml. Cependant, il faut savoir que une femme peut avoir des pertes sanguines minimes, mais qui peuvent entraîner un état de choc, surtout si cette femme au préalable était anémique. Les principaux facteurs de l'hémorragie, nous avons les antécédents du curetage, les avortements clandestins, nous avons les utérus cicatriciels, nous avons les utérus qui sont surdistendus, soit par un gros fœtus, macrosomie fœtale, soit par des grossesses multiples, grossesses jumelaires, grossesses triples. Nous avons aussi un grand facteur de risque qui est la grande multiparité. C'est-à-dire qu'une femme qui a plus de 5 enfants court plus de risques de faire une hémorragie du postpartum. Ensuite, nous avons l'anémie et les antécédents d'hémorragie même de la délivrance et du postpartum dans les grossesses précédentes. Et enfin, nous avons les hémoglobinopathies.
Les principales causes d'hémorragie au cours de la grossesse, au premier trimestre, lorsque nous avons une hémorragie pendant la grossesse, il nous faut penser en premier à la grossesse extra-utérine. Notre maître nous disait à l'époque que lorsque on a des saignements au premier trimestre, si nous avons pensé à la grossesse extra-utérine, c'est que nous n'avons pas encore assez pensé à la grossesse extra-utérine. Alors, au premier trimestre, pour tout saignement, il faut craindre la grossesse extra-utérine. Elle est une extrême urgence. Aussi, on peut avoir un avortement spontané ou provoqué, et on peut enfin avoir les grossesses molaires comme principale cause d'hémorragie du premier trimestre. En ce qui concerne les deuxième et troisième trimestres, vous voyez en rouge parce que ce sont trois causes qui sont des extrêmes urgences ayant pour du traitement chirurgical. En cas d'hémorragie au deuxième et troisième trimestre, toujours éliminer un hématome rétroplacentaire avant d'éliminer un placenta prévia et ne jamais oublier une rupture utérine. Dans le postpartum, en cas d'hémorragie, il faut penser d'abord à une déchirure du col, du vagin ou du périnée, ne pas négliger une atonie utérine, encore appelée inertie utérine, toujours vérifier, examiner le placenta pour vérifier qu'il n'y a pas d'irritation placentaire. Dans le postpartum tardif, ne pas oublier une endométrite hémorragique et enfin, il faut toujours rechercher une rupture utérine lorsque nous avons des hémorragies dans le postpartum. Après avoir parlé des hémorragies de la grossesse et du postpartum, nous allons parler de la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Il faut dire que l'hémorragie du postpartum est la première cause de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire, avec un taux de 48,9% des décès maternels. En définition, nous allons dire que l'hémorragie du postpartum est une perte sanguine qui provient des voies génitales féminines dont la quantité dépasse les 500 ml pour un accouchement par voie basse et 1 litre pour une césarienne. Nous avons deux types d'hémorragie du postpartum. L'hémorragie du postpartum immédiat, elle va survenir dans les 24 premières heures après l'accouchement, et l'hémorragie du postpartum tardif, qui, elle, survient après 24 heures. Les principales causes d'hémorragie du postpartum immédiat, qui nous concerne ici, c'est-à-dire l'hémorragie qui survient juste après l'accouchement, avec des pertes sanguines qui proviennent des voies génitales féminines et qui surviennent dans les 24 premières heures. Il faut penser automatiquement au 4T, qui se résume en tonus, traumatisme, tissu et thrombus. Qu'entend-on par tonus? Quand il y a une hémorragie du postpartum immédiate, il faut toujours vérifier que l'utérus se contracte bien. Parce que la majorité des hémorragies sont en général dues à une atonie utérine. Deuxièmement, vérifier le périnée, vérifier le col et surtout vérifier l'intégrité de la cavité utérine en pensant à une rupture utérine, à des déchirures du col, à l'inversion utérine. Pour les tissus, il faut toujours, en cas d'hémorragie du postpartum immédiat, vérifier s'il n'y a pas d'irritation placentaire, s'il n'y a pas d'irritation membranaire. Et enfin, pour le 4e T, qui est le thrombus, nous devons toujours penser à un trouble de la coagulation. Quand nous avons vérifié les 3 premiers T et que nous avons constaté que tout était normal. En effet, le trouble de la coagulation ne permet pas à l'utérus de bien se rétracter et ne permet pas de pouvoir gérer correctement une hémorragie du postpartum immédiat. En résumé, nous allons dire que les principales causes de l'hémorragie du postpartum immédiat sont en premier l'atonie utérine, suivi des déchirures vulvo-vaginales et cervicales, et enfin l'irritation des tissus placentaires ou membranaires. Pour l'hémorragie du postpartum tardif, il faut toujours penser à une infection, en l'occurrence l'endométrite du postpartum.
Devant un cas d'hémorragie du postpartum, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons parler maintenant de la prise en charge. La prise en charge est à deux volets. Nous avons d'abord la prise en charge préventive et nous avons la prise en charge curative. En tout état de cause, la meilleure prise en charge d'une maladie, c'est d'éviter que cette maladie ne survienne. Ainsi, nous pouvons prévenir la survenue d'une hémorragie du postpartum immédiat en quoi faisant? En communiquant avec les gestants pour qu'il y ait un changement de comportement. Comportement concernant l'alimentation, l'hygiène, la prise des médicaments et surtout les consultations et l'accouchement dans un centre de santé. Aussi, nous avons la préparation à l'accouchement. En effet, toute grossesse doit être préparée. Tout accouchement doit se préparer. N'est-ce pas? Et enfin, nous avons la gestion active de la troisième phase de l'accouchement, intitulée GAPA, qui est une phase essentielle dans la prévention de l'hémorragie du postpartum immédiat, qui se caractérise par une action en vue d'anticiper sur l'atonie utérine, d'anticiper sur les différents saignements dus à la délivrance. Puis, nous avons l'examen de la vulve et du périnée, et aussi l'examen du placenta. Nous voulons insister ici sur l'examen du placenta, qui se fait vraiment rarement, parce que une fois que la femme a accouché, nous avons tous l'habitude de déposer le placenta sans l'examiner. Donc, c'est le moment de vous encourager à vraiment examiner le placenta, parce que dès que vous avez examiné un placenta et que vous constatez qu'il n'est pas complet, automatiquement, vous devez rechercher le cotylédon qui manque. Puis, nous devons vider régulièrement la vessie, parce que une vessie pleine peut entraver la rétraction utérine. Aussi, nous devons mettre au sein précocement l'enfant, et cela permet de renforcer le tonus utérin. Et enfin, toute femme qui accouche doit être surveillée de façon active. Une surveillance très active. Nous allons revenir sur deux éléments de la prévention, à savoir la préparation à l'accouchement et la GAPA. La préparation à l'accouchement, il s'agit d'inciter, de conseiller aux femmes enceintes de fréquenter les centres de santé. Il s'agit de les amener à reconnaître les signes de danger pendant la grossesse. Il s'agit de les encourager à accoucher effectivement dans des centres de santé où elles vont trouver des agents de santé qui ont été formés pour prendre en charge toutes les complications qui pourraient survenir pendant la grossesse ou même après l'accouchement. Aussi, nous allons reparler ici de la gestion active, la troisième phase de l'accouchement, en intitulé GAPA, car cette phase-là permet d'accélérer le développement placentaire. Elle va favoriser la rétraction utérine à travers le phénomène des ligatures dites vivantes et au finish va nous permettre de diminuer les pertes sanguines. Une femme qui saigne moins est une femme qui court moins de risques de faire une hémorragie du postpartum immédiat. En ce qui concerne la GAPA, nous allons dire que cette GAPA-là se fait en trois phases. La première phase, c'est juste après l'accouchement où on doit faire une injection de 10 unités d'ocytocine. En IM, si la femme n'a pas de voie veineuse, mais en IV, si déjà elle a une voie veineuse. C'est un peu bizarre de piquer quelqu'un dans la cuisse ou bien sur les fesses pendant que cette personne a une voie veineuse. La deuxième phase, c'est la traction contrôlée du cordon. Et enfin, la troisième phase, c'est le massage de l'utérus qui normalement est facultatif, mais qui doit être fortement recommandé, aussi bien pour l'agent de santé que pour la patiente pour la nouvelle accouchée. Et ce massage du utérus doit se faire toutes les 15 minutes pendant les 2 premières heures. Et à ce massage utérin, il faut toujours faire participer la patiente. En cas d'hémorragie du postpartum immédiat, c'est de faire une révision utérine. Une fois que nous avons réalisé la révision utérine et que nous avons constaté l'intégrité de la cavité utérine, en ce moment maintenant, nous allons entamer les traitements médicamenteux
en cas d'hémorragie, donc il faut remonter la malade, lui donner des solutés, lui faire des stéréotoniques, du Cento, le cytosine, le misoprostol, pour que rapidement l'utérus retrouve son tonus qui va permettre de pouvoir freiner les saignements. Ensuite, nous allons faire le massage utérin, faire le remplissage vasculaire, on peut même faire une compression bimanuelle. Et enfin, si malgré tout cet arsenal-là, ça ne marche toujours pas, de façon médicale, on peut poser une VT, encore entendez par là, le ballonnet pour exercer un tamponnement intra-utérin. Malgré ce traitement médical, la tenue utérine peut toujours rester rebelle. En ce moment, nous aurons recours à un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il peut être conservateur ou même radical. Dans le traitement chirurgical conservateur, nous avons le capitonnage utérin, la ligature des artères afférentes de l'utérus, et dans le traitement chirurgical radical, nous avons l'hystérectomie subtotale. Mais vraiment, c'est le dernier recours. Après avoir parlé de la prise en charge de l'hémorragie du postpartum, nous allons maintenant parler des infections de la grossesse et du postpartum. En ce qui concerne les infections, certaines situations sont propices à la survenue d'infections au cours de la grossesse ou même dans le postpartum. Et ces situations propices-là sont représentées par exemple, une patiente qui est déjà anémiée, une patiente qui présente un engorgement mammaire, une patiente qui a des crevasses mammaires, une patiente qui a une infection de la ligne bénigne mais qui n'a pas été traitée, dans les cas d'avortement clandestin ou même dans les cas de manœuvres endo-utérines telles que la révision utérine. Et à quel moment, devant une patiente, on doit penser à une infection? On pensera à une infection devant des douleurs lombo-pelviennes, des céphalées, des frissons, une hyperthermie, une dysurie, une difficulté donc à uriner, des douleurs mammaires, une asthénie, et même devant une altération de l'état général, il faut toujours penser à une infection. Les infections les plus fréquentes au cours de la grossesse seront les cystites et les pyélonéphrite. Puis, nous avons le paludisme, la chorioamniotite, qui se définit comme étant une infection du chorion, du placenta et l'amnios, les membranes, pendant que l'enfant est dans la cavité utérine. Nous pouvons aussi avoir une péridonite pendant la grossesse, une péridonite par perforation appendiculaire. Nous pouvons avoir des thrombophlébites, nous pouvons avoir des infections généralisées. Nous pouvons même avoir une hépatite, une endocardite pendant la grossesse. Dans le postpartum, il faut craindre surtout l'endométrite, qui est une infection grave. Il faut craindre aussi la pelvipéritonite et la péridonite, craindre également les thrombophlébites et aussi ne pas négliger les abcès mammaires et les infections généralisées. Nous allons terminer nos complications de la grossesse et du postpartum par l'accouchement dystocique. L'accouchement dystocique demeure une complication majeure du travail d'accouchement, car son issue fréquente est la césarienne. Et elle se définit comme étant l'ensemble des anomalies qui entravent la marche normale de l'accouchement. En ce qui concerne les dystocies, nous avons deux types de dystocies. Nous avons la dystociie dynamique et la dystocie mécanique. En ce qui concerne la dystocie dynamique, elle aussi, nous avons deux types. La dystocie de dilatation et nous avons la dystocie d'expulsion. La dystocie de dilatation comprend la phase de latence prolongée qui se caractérise par une dilatation stationnaire avec un col qui a une dilatation inférieure à 4 cm pendant plus de 8 heures. C'est seulement à ce moment que nous allons parler de phase de latence prolongée. Et la phase active prolongée, nous avons la courbe de dilatation du col qui va venir croiser la ligne d'action sur le patogramme. D'où l'intérêt de réaliser tous les accouchements avec
un parthogramme et vraiment éviter les post-parthogrammes. Ensuite, nous avons la dystocie d'expulsion après la dystocie de dilatation qui va se caractériser par une partie qui sera à dilatation complète, qui a de bonnes contractions, avec une présentation qui est engagée et avec de bonnes poussées, mais où on constate qu'après 1 heure, il n'y a pas d'expulsion du fœtus. Après la dystocie dynamique, nous allons parler maintenant de la dystocie mécanique, qui peut être d'origine maternelle ou d'origine fœtale. Pour les dystocies d'origine maternelle, essentiellement, elles sont dues à des anomalies osseuses du bassin maternel. Et pour les dystocies d'origine fœtale, on peut citer comme ça la macrosomie fœtale, l'hydrocéphalie et les présentations irrégulières. En conclusion, nous dirons que les complications de la grossesse et du postpartum sont diverses et multiples. Et il faut savoir que le seul fait de reconnaître ces complications-là est déjà le début de leur prise en charge. La finalité étant de lutter pour une réduction considérable des décès maternels. Je vous remercie.